Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur la télévision Labari. Le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO portant sur le contentieux électoral opposant Mohamed Ousmane contre l'État du Niger a suscité la réaction d'un acteur politique. Il s'agit du président du PJP Hakika, Mohamed Hamissou Moumouni, pour qui ce verdict a plutôt porté sur les droits humains que sur le contentieux électoral proprement dit. Mohamed Hamissou Moumouni, président du PJP Hakika, que je vous propose de suivre. Dans la communication de son avocat, l'avocat disait que tous les 8 chefs d'accusation qu'ils ont eu à changer, la Cour a tout rejeté pour retenir une seule accusation. Que la Cour a reconnu, et c'est la liberté d'expression. Et à cela, la Cour dit qu'il n'était pas capable d'amener le matériel, c'est-à-dire de matérialiser financièrement les préjudices qu'on lui a causés. Donc, ayant un truc très faible, ils ne peuvent pas se prononcer, donc ils ne peuvent pas quantifier ce qu'il faut lui donner. Donc, tous les autres chefs d'accusation, qui sont des accusations extrêmement graves, dont il avait porté, s'il avait gagné, il allait se retrouver avec des dommages et intérêts. J'ai entendu même certains font courir la rumeur de dire que oui, la CEDEAO a été corrompue et que la CEDEAO, il y a eu même des mallettes qu'on a amenées pour changer le verdict. Mais que les gens doivent comprendre une chose d'abord. C'est quel verdict qu'il y a eu d'abord? C'est le verdict qu'il y a eu, c'est le verdict concernant les violations des droits de l'homme. Ce n'est pas le verdict concernant les élections. C'était là le président du PJD Hakika, Mohamed Hamissou, que vous retrouverez en partie magazine de cette édition. Le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou a lancé ce matin au centre Mahatma Gandhi le projet Lahia Iyali, ce projet qui vise à améliorer l'accès des femmes et des filles à des services de santé et de nutrition et financé par la Banque mondiale à hauteur de 125 millions de dollars. Le compte rendu avec Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 125 millions de dollars, le projet Lahia Iyali, qui fait objet de lancement, vise à améliorer l'accès des femmes et des filles à des services de santé et de nutrition. Ce projet soutiendra le changement de comportement afin d'assurer le succès des interventions et l'autonomisation des femmes et des filles, a rappelé la vice-présidente de la Banque mondiale en prenant la parole. C'est pourquoi le gouvernement nigérien s'est engagé à améliorer l'accès et la qualité des services de soins de santé à travers notamment la construction et ou la réhabilitation des infrastructures sanitaires, l'amélioration de la disponibilité et de l'accès aux produits de santé. Dans ce cadre, nous avons prévu d'améliorer la santé de la reproduction et l'état de la santé de la mère et de l'enfant. Il s'agit pour nous de réduire significativement la mortalité maternelle et la mortalité infantile, de renforcer la prise en charge nutritionnelle et les activités préventives en matière de nutrition. En matière de réduction de la mortalité infanto-juvénile, des progrès ont été enregistrés au Niger. Cependant, beaucoup reste à faire, selon le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous sommes conscients que beaucoup reste à faire au regard de notre poids démographique. Car, comme le rappelle si bien son Excellence le Président de la République, chef de l'État, je le cite, le poids démographique, il faut le dire, nous empêche de renforcer le développement de notre capital humain en assurant l'accès de nos compatriotes aux services sociaux et en facilitant l'accès de chacun à un emploi décent. Fin de citation. Pour ce faire, mon gouvernement entend relever le niveau de la couverture sanitaire et les résultats en matière de santé, en particulier pour les femmes, les filles, les nouveau-nés
des enfants et des adolescents. La vice-présidente de la Banque mondiale a enfin réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à rester aux côtés du Niger dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet qui va intervenir dans les régions de Maradi et Zender. Cérémonie de remise d'un don du personnel du cabinet du président de la République au Centre national de lutte contre le cancer. C'est un don en vivres remis ce matin aux personnes vivant avec la maladie. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Soucieux du bien-être des personnes atteintes du cancer, c'est dans ce cadre que le personnel du cabinet du président de la République a remis ce don au Centre national de lutte contre les cancers. Ce don de vivres composé de 20 cartons de sucre, 52 bidons de 4 litres d'huile, 10 cartons de sardines, 5 cartons d'huile, 20 sacs de riz et 10 sacs de haricots vise à apporter assistance aux personnes vivant avec le cancer. Chaque année, à l'occasion de la fête du 13 mai, la fête nationale de la femme nigérienne, les femmes du cabinet remettent des dons à des femmes nécessiteuses. Cette année, le choix est tombé à bon escient sur les femmes souffrant du cancer, et je crois que les hommes aussi, souffrant du cancer du Centre national de lutte contre le cancer. Parce que vous savez, le cancer non seulement est une maladie invalidante, mais c'est une maladie aussi qui fait souffrir beaucoup de gens sur le plan émotionnel, sur le plan physique, et donc a besoin d'accompagnement. Donc je dirais que merci aux femmes du cabinet qui ont bien voulu penser au Centre national de lutte contre le cancer pour faire ce geste aussi modeste. Et je pense que, je suis convaincu que le centre va l'utiliser à bon escient. Au nom des récipiendaires, le personnel du dit centre et la présidente de l'association des personnes atteintes de cette maladie ont salué ce noble geste de la part du généreux donateur. Les mots nous manquent pour vraiment remercier la cellule des femmes de la présidence qui ont vraiment pensé au Centre national de lutte contre le cancer, aux malades souffrant du cancer, pour leur amener, pour leur apporter un peu de sourire dans leur vie quotidienne. On remercie beaucoup les femmes de la présidence qui ont pensé à leurs chères sœurs souffrant du cancer. Que Dieu les bénisse. Ce sont ces braves dames de la présidence qui ont mobilisé les moyens pour offrir ce don de vivre à ces personnes qui se battent contre le cancer. La cellule filets sociaux adaptatifs a procédé ce matin à la présentation des résultats de l'évaluation d'impact menée au terme de mesures d'accompagnement productif adossées au transfert monétaire. C'était en présence du ministre du Plan et de la vice-présidente de la Banque mondiale. Le compte rendu avec Nafisa Zakou et Aboubakar Souley. La présente rencontre, initiée par la cellule filets sociaux adaptatifs, vise à partager avec les membres du gouvernement les résultats de l'évaluation d'impact menée sur un pilote en termes de mesures d'accompagnement productif adossées au transfert monétaire. L'objectif de cette étude est de lutter contre la pauvreté et garantir la sécurité alimentaire des populations nigériennes. Les mesures d'accompagnement productif donc, ont un rendement de près de 42%. En tout cas, par rapport à l'investissement mené, on a un retour d'investissement 18 mois après l'intervention. Et on l'a fait ici au Niger sur à peu près 10 000 ménages. Vous multipliez donc, ça veut dire près de 700 000 habitants qui ont amélioré leur consommation alimentaire. À l'époque, ils avaient des difficultés vraiment pour assurer les 3 repas journaliers. Maintenant, avec ce tapis-là, les transferts monétaires et l'accompagnement productif, cette consommation alimentaire s'est améliorée. Mieux, avec l'accompagnement productif, les ménages ont entrepris des activités génératrices de revenus et ces activités-là, aujourd'hui, les ménages qui en ont bénéficié arrivent, quelle que soit la sécheresse, quel que soit l'impact, arrivent à s'en sortir avec les revenus qu'ils tirent donc de ces activités génératrices de revenus.
En présidant les travaux de cet atelier, le ministre du Plan a salué les résultats obtenus lors de cette évaluation financée par la Banque mondiale. Sans être exhaustif sur les résultats obtenus dans le cadre de cette évaluation, il me plaît de rappeler que l'étude montre une forte efficacité des mesures d'inclusion économique ajoutées au programme national de transfert monétaire au Niger. Elle a permis de mieux documenter le rapport coût-efficacité des interventions à multiples facettes visant à améliorer les moyens de subsistance des femmes bénéficiaires du programme national de transfert monétaire au Niger. Le programme a eu des répercussions importantes sur une gamme de résultats économiques et psychosociaux 18 mois après l'intervention. En effet, la consommation au niveau des ménages a augmenté de 7 à 15% et l'insécurité alimentaire a diminué. Les revenus des femmes bénéficiaires ont augmenté de 59 à 100% et ceux des entreprises non agricoles de 62 à 107%. La santé mentale et le bien-être social des femmes bénéficiaires se sont améliorés. Quatrièmement, le programme s'est avéré très rentable, en particulier du fait de l'intégration des interventions psychosociales. À cet effet, les impacts positifs dépassent les coûts déjà 18 mois après l'intervention lorsqu'on intègre les composantes psychosociales. Le taux de rendement interne sont de 21 à 42%. Soulignant qu'à travers cet atelier, la cellule filets sociaux veut amener les décideurs à comprendre qu'on peut vaincre la pauvreté au Niger. L'école Talaye 1 a servi de cadre pour la cérémonie de délibération des résultats suivis de la remise des prix aux 5 premières écoles distinguées salubres parmi les 13 qui étaient à lice durant 60 jours. Ce concours a été organisé par l'ONG Nagari en partenariat avec World Vision. Le compte rendu avec Hamza Sakou et Chebou Guissou. Pendant 2 mois, 13 écoles de l'arrondissement communal Niamey 4 étaient en compétition de salubrité pour désigner l'école la plus propre, une initiative propre à l'ONG Nagari en collaboration avec World Vision. Ce concours ou cette délibération vise à apprendre à ces enfants les bonnes méthodes, les bonnes pratiques d'hygiène et assainissement en milieu scolaire. Chers enseignants, chers encadreurs, recevez nos remerciements pour le travail abattu durant toute cette année scolaire. Recevez nos remerciements pour cette grande mobilisation. Que les meilleurs ou la meilleure gagne. Pour une seconde fois successive, l'école Talaye 4 remporte le premier prix à la satisfaction de la responsable de cette école. Ce prix-là, c'est un effort et des évocations. On a travaillé, les élèves ont travaillé, on s'est mis vraiment. C'est vraiment le travail. Je suis vraiment contente. Les mots me manquent vraiment. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Pour sa part, la chef secteur de l'inspection Niamey 14 remercie les ONG pour leur action de développement. Remercier et de ne jamais finir de remercier l'ONG World Vision en collaboration avec Nagari. Elles nous ont vraiment soutenus parce qu'elles ont entrepris de multiples actions, parmi lesquelles on peut citer la clôture des écoles à Talaye, l'extension des réseaux d'eau pour alimenter certaines écoles de Talaye et sans oublier aussi des formations qu'elles ont organisées. À travers leur club d'hygiène, elles ont formé les enseignants, les élèves sur l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire. Et elles ont aussi formé le CGDS et des enseignants sur la gestion de l'eau en milieu scolaire. Sans oublier aussi des dons que les deux ONG, l'une avec l'autre, en partenariat, font avec les enseignants et les élèves. Par exemple, des gourdes, des sacs, en fait, en général, des kits scolaires pour les élèves orphelins et des enseignants aussi. Donc, on ne fait que remercier vraiment ces deux ONG en partenariat. Et si c'est possible, on souhaite à ce que ça continue. A noter que plusieurs animations culturelles, notamment sketchs, poèmes, chansons, séances de sensibilisation sur le wash-up ont rehaussé l'éclat de cette cérémonie.
Nous en venons à la partie magazine de cette édition portant sur un entretien accordé par Mahaman Hamissou Moumouni, président du PJD Hakika, sur la situation socio-politique et sécuritaire du pays. Très bonne réception et au revoir. Dans la communication de son avocat, l'avocat disait que tous les 8 chefs d'accusation qu'ils ont eu à choisir, la Cour a tout rejeté pour retenir une seule accusation. Et que la Cour a reconnu, et c'est la liberté d'expression. Et à cela, la Cour dit qu'il n'était pas capable d'amener le matériel, c'est-à-dire de matérialiser financièrement le préjudice qu'on lui a causé. Donc, ayant un truc très faible, ils ne peuvent pas se prononcer, donc ils ne peuvent pas quantifier ce qu'il faut lui donner. Donc tous les autres chefs d'accusation, qui sont des accusations extrêmement graves, dont il avait porté, s'il avait gagné, il allait se retrouver avec des dommages et intérêts. J'ai entendu même certains font courir la rumeur de dire que oui, la CEDEAO a été corrompue, et que la CEDEAO, il y a eu même des mallettes qu'on a amenées pour changer le verdict. Mais les gens doivent comprendre une chose d'abord. C'est quel verdict qu'il y a eu d'abord? C'est le verdict qu'il y a eu, c'est le verdict concernant les violations des droits de l'homme. Ce n'est pas le verdict concernant les élections. Vous vous rappelez de l'affaire du ministère de la Défense, lorsque cette affaire a été frayée la chronique. Et vous vous rappelez à son temps, le ministre Katambe avait parlé des gens qui ont pratiquement vendu ces militaires-là, si on peut le dire comme ça. Et ce que je vais vous donner comme information, qui est très grave, c'est-à-dire que les armes qui ont été commandées à son temps, y compris tout ce qu'il y a comme munitions, ils se sont retrouvés, une grande partie au Yémen et une autre partie au Nigeria. Pour vous dire extrêmement, la situation est extrêmement grave. Et celui qui va à Inates ou à Chinodagor, je vous assure, vous ne pouvez pas rester 2 minutes là-bas. C'est des enfants alignés, des cadavres des enfants alignés, 17, 18 ans, moins de 20 ans, qui ont été sacrifiés. Parce que ces enfants-là, ils n'ont pas eu d'assistance. Ces enfants-là, les armes qu'on les avait fournies, le professeur Katambe l'a dit, c'était des armes totalement défectueuses. Donc, face à l'ennemi, ils étaient des proies faciles. Et cette situation, elle est restée impunie. Vous voyez. On va revenir là-dessus parce que c'est fait partie de la situation de l'impunité que je vais aborder. Donc, aujourd'hui, la situation à Tillabéri, elle est extrêmement dramatique. La région de Tillabéri est en train de disparaître. Il faut dire les choses. C'est en train de devenir une région où il y a un laisser total. Il y a une démission, il faut le dire, de l'État face à cette question d'insécurité. Aujourd'hui, nous apprécions à sa juste valeur le comportement du président de la République, qui consiste d'aller sur le terrain. Ça, il faut reconnaître ce courage-là. Mais ça ne suffit pas. Il faut les moyens. Et il faut les moyens. Et c'est là où le bas blesse. Parce que le véritable problème de notre pays, sur la question de 3 frontières, je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est une question stratégique. Et aujourd'hui, le seul problème auquel le président Bazoum est confronté, c'est son choix stratégique. Celui de continuer à travailler avec la France. C'est un mauvais choix. C'est un choix qui ne peut pas prospérer. Et vous avez vu, aujourd'hui en Afrique, tous les pays africains sont en train de revoir leur copie par rapport à la France. Ils sont en train de chercher une diversification avec la Russie. Donc, cette situation de Tillabéri est une situation extrêmement grave. Parce que j'ai entendu le président dire qu'il lance un appel à ces jeunes-là de déposer les armes. Non. Vous savez, en matière de guerre, c'est d'abord le rapport de force qui compte. C'est quand le rapport de force définit tout, en ce moment qu'on peut parler de paix. Mais on ne parle pas de paix avec des gens qui ne comprennent même pas c'est quoi le mot paix. Ce sont des gens qui sont capables de s'exposer
à n'importe où et à n'importe quel moment. Ce qu'il faut, il faut des moyens pour l'État du Niger, pardon, pour l'armée nigérienne. Il faut des moyens pour aller reconquérir nos territoires. Parce que je suis désolé, j'entends beaucoup de gens dire qu'il n'y a aucune portion de notre État notre territoire qui est pris. Mais c'est faux, les gens racontent des histoires. Parce qu'à partir du moment où ces gens-là, on paye de la zakat pour eux, ils font 48 heures, 72 heures dans un endroit. Et on sait qu'ils sont là-bas. Comment voulez-vous? Moi, je pense que la situation aujourd'hui de l'armée est une situation extrêmement dramatique. Mais il faut reconnaître que l'armée essaie de faire des efforts pour y parvenir. Ce que l'armée a besoin aujourd'hui, c'est suffisamment de matériel pour y faire face. Le président de la République aujourd'hui, malgré sa volonté, tant qu'il n'a pas mis les moyens, et les moyens, il faut les chercher avec ceux qui l'ont volé. Parce que le problème de ce pays-là, c'est nos moyens qui ont été volés et il faut les chercher. Le fait qu'on ne fait rien, on a sacralisé l'impunité. Dans ce pays-là, vous n'êtes considéré que quand quelqu'un vole l'argent public. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, je salue la société civile. Lorsque la société civile a entrepris une démarche, cette démarche consistant à amener et à porter plainte auprès du procureur de la République concernant ce rapport de la Cour des comptes. Mais qu'est-ce que le procureur a fait? Rien. Alors que c'est une obligation pour le procureur. Le procureur, il est là pour défendre la société. Il n'est pas là pour lui-même. Mais le procureur n'a rien fait. Il n'a rien fait parce que jusque-là aujourd'hui, nous n'avons rien entendu de sa part. Nous dire, ok, il a pris note, il va engager des investigations. Oui, mais il ne va pas engager des investigations. En tout cas, aucune communication. Aucune communication. Et je suis convaincu que aujourd'hui, le président lui demande tout de suite d'accélérer. C'est avec aisance qu'il va faire ça. Il va même faire des conférences. Il va vous appeler les journalistes pour dire, voilà, ils ont décidé de faire ceci, cela. Mais et voilà le problème de ce pays-là. Ce pays, personne ne veut faire son travail. Personne, chacun veut que ce soit le président de la République qui l'appelle. Alors qu'aujourd'hui, ce procureur, s'il décide d'engager une procédure contre ces personnes-là, le président ne dira jamais le contraire. La preuve, lorsqu'ils ont demandé qu'on met le ministre de la Communication à leur disposition, ça a été fait. Et il a été déposé à la prison. Donc, le procureur a l'obligation de protéger la société. Nous ne pouvons plus continuer cet état de fait. Nous ne pouvons plus continuer à accepter que les gens pensent qu'ils peuvent détourner de manière impunie l'argent public et on reste comme ça. Non. Ce pays, si on continue de cette façon-là, le Niger risque de disparaître. N'importe quel pays, que si c'est la corruption et l'impunité qui prospère, qui prend corps, qui fait que ces gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je vous assure, ce pays-là va disparaître. Parce que quand on nous a relégué ce pays-là, on ne nous a pas réglé ça comme ça. Les guerriers ne nous ont pas transmis un pays corrompu. Allez-y, fouillez, vous allez voir ce que Guerrier a comme bien. Allez-y, fouillez, voir ce que Kountia a comme bien. Vous n'allez pas trouver ça. Mais ici, les hommes politiques, du plus niveau, un simple DG, ils voudraient des milliards. Où est-ce qu'il a eu cet argent? C'est pour vous dire que la question de l'impunité est une question extrêmement cruciale. Et ceci va nous amener à, si nous constatons que le président ne prend pas des mesures, que nous sommes dans la même position, dans la même situation, nous allons créer ce qu'on appelle un nouveau cadre de lutte contre l'impunité. Nous allons créer un cadre de lutte contre les voleurs de la République. Et nous allons déjà commencer la concertation au niveau de notre parti et nous allons sortir au-delà de notre parti pour contacter des partis politiques, des acteurs de la société civile, des organisations de la société civile et des syndicats pour créer un grand cadre de lutte contre l'impunité. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ce point peut fédérer tous les grands patriotes de ce pays pour que nous puissions ensemble décider d'engager un combat contre l'impunité. Parce que là, il s'agit d'un combat contre l'impunité.
certains vont dire que oui, regardez ce qu'il prépare encore. Il prépare et il est contre le régime. Je ne suis pas contre le régime, je suis contre les voleurs de la République et je vais mener un combat contre les voleurs de la République. Et je suis convaincu que la question de l'impunité, nous allons amener les centrales, nous allons amener les grands acteurs de la société civile, les grands organisations de la société civile et les partis, les grands partis qui veulent qu'une gestion transparente, et nous allons créer un cadre. Et ce cadre-là, si le président est animé de bonne volonté, nous allons l'accompagner jusqu'à ce que nous puissions réaliser celui de faire le combat contre l'impunité. Mais tant que le pays reste tel qu'il est, je vous assure, nous sommes en train de prendre des risques énormes sur notre pays. Et vous voyez, ils sont en train de narguer les gens tous les matins. Dès qu'on vous nomme, la première chose, les gens, ils ne même pas, ils ne le cachent même pas. Donc il faut un combat. Et le président aujourd'hui, au départ, moi j'avais cru à son volonté d'aller vers l'impunité. Je suis maintenant convaincu que, après avoir s'imprégné des différents dossiers, il s'est rendu compte que beaucoup de ses camarades sont impliqués dans beaucoup de dossiers. Parce qu'en fait, le vrai problème du président Bazoum, c'est quoi? C'est que beaucoup de ses camarades, des gens du PNDS Taraya, et de ses alliés, ses principaux alliés, sont impliqués dans le détournement des deniers publics. Ça cause un véritable problème. Et il a l'impression qu'en faisant ça, comme s'il se tire une balle dans le pied, alors que c'est le contraire. C'est le contraire. Il a besoin d'être soutenu par le peuple. Et le seul moyen pour lui d'avoir le soutien du peuple, c'est d'engager l'assainissement jusqu'au bout. Quel que soit le prix qu'il doit payer, il n'a qu'à payer ce prix-là pour assainir ce pays-là, pour que nous puissions reléguer un pays à ses enfants, qu'ils aient un pays digne, un pays responsable.